et bienvenue dans Au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, pour ce nouvel épisode, Sabina et moi avons décidé de parler de la place de l'émotion dans l'expression artistique. Parce qu'en effet, l'art, c'est un moyen d'expression, et un moyen d'expression qui peut passer par autre chose que des mots, par autre chose que du langage. Et donc la question, c'est quelle est la place de l'émotion dans cette forme d'expression ? Alors, je vais laisser la parole à Sabina, parce que c'est elle qui a proposé ce sujet, et donc elle va peut-être nous expliquer pourquoi ça l'intéressait particulièrement. Oui, cet été, quand on avait fait une pause, j'ai saisi l'occasion pour réfléchir un peu aux différents thèmes qu'on pourrait aborder dans la nouvelle saison. Et j'ai réfléchi un peu à ce que j'entends souvent dire. On parle de ce que les artistes expriment en tant qu'émotion dans leurs œuvres. On dit souvent que l'art est une expression émotive de l'artiste. Et j'ai réfléchi à ma propre pratique artistique et je me suis posé la question. Je me suis demandé si effectivement c'était important pour moi de représenter visuellement mon état émotionnel. Et donc voilà, de là, je me suis dit, ça serait intéressant qu'on en débatte toutes les deux. Il est vrai qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de choses qui ont été écrites sur comment le public peut recevoir une œuvre, donc l'interprétation des œuvres, et les émotions que différentes œuvres peuvent déclencher. Mais on trouve moins d'informations, de publications ou même de discours d'artistes sur qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, comment on vit avec ces émotions, parce que c'est vrai que les artistes, c'est quand même souvent des personnes très sensibles. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions et comment on s'en sert, ou est-ce qu'on s'en sert déjà, et si on s'en sert, comment on s'en sert pour créer. Donc voilà, on va essayer de discuter là-dessus. Voilà, c'est le but en tout cas, on va voir si on s'en sort. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu as amené ce sujet, moi c'est pareil, j'ai commencé à réfléchir aussi sur ma propre pratique et je me suis demandé qu'est-ce qui était à l'origine de ma création en fin de compte. Alors effectivement ça peut être une émotion, mais chez moi c'est pas quelque chose de dominant. C'est souvent parce que j'ai une forme de curiosité en fait, une curiosité pour un sujet ou une curiosité pour trouver comment je vais rendre telle chose, ou une curiosité tout simplement plastique pour savoir comment je peux explorer telle forme de telle technique par exemple. Ça peut être, je pense, une certaine vision du monde, ça peut être un concept, ça peut être un intérêt, une passion pour un sujet quelconque, tu vois. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi, l'émotion, elle n'est pas à l'origine de la création. Je ne pense pas. Oui, pour moi, pareil. Je crois que j'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents ma manière de travailler, que je démarre toujours un peu dans l'abstraction, sans trop réfléchir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'émotion, sauf peut-être l'émotion que je porte de mon vécu de la journée. Donc ce qui peut m'arriver, c'est que je rentre dans l'atelier, je commence à travailler et je peux porter une émotion de joie parce que voilà, je viens de passer une très bonne journée, voilà, la journée a bien démarré. Ou au contraire, quelque chose m'a agacée et puis du coup, je rentre avec un petit peu de colère qui a besoin d'être évacuée. Et la seule chose que j'ai remarquée, c'est que selon mon état émotionnel, je vais peut-être appliquer la peinture de manière différente. Où mes gestes vont être plus ou moins doux et je vais être un peu plus audacieuse ou un peu plus dans la retenue. Ouais, donc mon état émotionnel va impacter ma manière de travailler. Mais au-delà de ça, je ne vais pas me fixer comme objectif de représenter ce que je ressens. C'est pas mon but. Je démarre jamais avec l'idée de me dire ok, je vais faire une série sur le bonheur ou sur l'amour ou sur la tristesse. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui me parle. Ouais. Je préfère vraiment que ce qui résulte de mon travail, c'est mon inconscient, ce que mon inconscient a envie d'exprimer. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui vient de ma conscience. C'est difficile pour moi de prévoir, de dire je vais
faire une série sur les arbres. Alors, les arbres sont un thème récurrent dans mes peintures, mais je pense que c'est un significat plus inconscient que conscient. Oui, je les aime. Consciemment, je sais que je les aime, mais il y a quelque chose de plus profond en moi qui fait que je suis attachée à eux, mais je n'ai pas analysé la chose plus que ça. Donc, ma démarche, elle est un peu... c'est celle-là, quoi. Oui, Voilà. D'accord. Oui, moi, quand je t'entends parler de ce que tu portes comme émotion en entrant dans l'atelier, en fait, tu vois, moi, je suis en train de me dire, mais en fait, moi, c'est un peu comme si je laissais même les émotions de la journée à la porte, quoi, tu vois. Quand je me mets à travailler, je suis vraiment focalisée sur ça. Et alors, à moins d'être vraiment très fatiguée ou d'une humeur de chien parce qu'il s'est passé tel truc et que vraiment ça déséquilibre tout, mais d'une manière générale, je sens que je suis pas vraiment influencée par mes émotions, quoi. Tu vois, je ferme la porte de l'atelier et c'est comme si elle restait à l'extérieur. Tu vois, j'avais pas réalisé ça avant qu'on en discute. Et du coup, je suis vraiment, je me vois travailler, je suis vraiment focalisée sur ce que je suis en train de faire. Et c'est pas les émotions qui sont aux commandes. C'est sans doute une forme d'inconscience aussi, parce que je vais assez vite me mettre dans une espèce d'état de flow un peu, tu vois. Donc je suis pas dans ma tête, je suis pas dans mon corps, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et après, l'émotion, où elle va être reçue quand ce sera fini par ceux qui regarderont. Mais pour moi, elle n'est pas moteur, si tu veux. D'accord. Oui, moi, j'atteins cet état-là, comme tu dis, où tu es juste présent face à ton travail au bout d'un certain temps. Mais dès que je ferme la porte de l'atelier, je ne me libère pas tout de suite. Il faut que je me mette à travailler pour abandonner justement tout ce qui est mon état émotionnel du moment. J'arrive pas à faire comme ça un switch off immédiat. Voilà. Ben en fait, moi, je pense que j'y arrive parce que comme je programme mes temps de création, je sais que tel jour à telle heure, je vais aller dans l'atelier. Donc, quelque part, mentalement, je suis préparée à y aller déjà parce que je sais que je vais le faire. Ça vient, si tu veux, c'est pas je fais des trucs dans la journée, puis d'un coup je me dis, ah bah tiens, là j'ai un créneau, je vais y aller. Non, je sais que je vais y aller tel jour à telle heure. Et donc, je pense que j'arrive, à cause de ça, à me mettre assez facilement en état de créer. Mais je crée pas je peux pas rester toute la journée dans l'atelier. Au bout de 2 heures, mon attention elle faiblit et en général j'ai assez, quoi, tu vois. Ouais. Je peux y revenir un peu plus tard, mais il faut que je fasse une pause. Oui, moi je manque de discipline terriblement. Je n'arrive pas, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à m'imposer des horaires pour créer. Après, ce qui est vrai, c'est que tous les jours j'essaye de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, mais j'essaye de faire quelque chose lié à mon activité dans l'atelier. Mais je ne peux pas me dire, bon, demain, entre 2h et 17h, je vais peindre. Ça, j'y arrive pas. Et par contre, je suis tout à fait capable de peindre toute la journée. Il y a des jours où c'est pas prévu comme ça, mais bon, ça se passe comme ça. Et je suis capable de rester, de peindre toute la matinée, faire une pause à midi, reprendre l'après-midi et repeindre jusqu'au soir, au repas du soir, quoi. Ah non, moi je peux pas. Il y a une fatigue physique et physique de concentration aussi, je pense. Et alors des journées comme ça, c'est vrai que je les trouve fatigantes. À la fin de la journée, je me sens fatiguée, comme si j'avais bossé au bureau, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est un travail, oui, c'est étonnant, mais c'est vrai que c'est fatigant. Après, le fait que je travaille debout aussi, ça me fatigue physiquement. C'est une fatigue physique et mentale, parce que tu es vraiment concentré. Alors, on parle de l'intuition et en fait, l'intuition, elle peut apparaître à différents niveaux, en fait. Elle peut apparaître au moment où on crée sa peinture, où on crée sa sculpture, mais à d'autres moments aussi. Oui, alors moi, en réfléchissant à ce sujet, j'ai différencié 4 niveaux différents de l'émotion dans l'expression artistique. Donc, comme tu l'as dit, l'état émotionnel de l'artiste pendant qu'il crée, ça c'est le premier état. Ensuite, il y a l'expression de l'émotion que l'artiste veut exprimer. Voilà. Il y a certains artistes qui souhaitent justement exprimer la colère à travers une sculpture ou à travers une peinture ou la photo, peu importe le médium, mais ils souhaitent vraiment focaliser sur une émotion. Ensuite, il y a l'émotion que représente l'œuvre. C'est-à-dire que même si l'artiste a une intention initiale et il y met toute sa volonté, l'œuvre,
elle-même, quand elle sera terminée, elle va dégager quelque chose qui sera particulier aux yeux de la personne qui la regarde. Bien sûr. Voilà. Et donc, après, c'est l'émotion ressentie par le public. Voilà. Voilà. Donc, il y a tous ces niveaux, il y a tous ces niveaux différents où je trouve que l'émotion est impliquée dans une œuvre d'art. Et ce qui est là où on trouve le plus de littérature, de publications, c'est sur l'émotion ressentie par le public. Et donc, on cite fréquemment des grandes œuvres pour représenter un peu. Il y a des artistes qui ont tout à fait été capables d'exprimer une émotion et de le faire de manière qui ne peut pas être interprétée autrement. Il peut y avoir des nuances, mais par exemple, je pense à Munch, le cri de Munch, qui est une expression du désespoir. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Oui. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de se dire il passe la meilleure journée de sa vie, quoi. Après, on peut se dire ça peut-être il y a un peu de peur aussi là-dedans, mais voilà, si on met le mot désespoir comme émotion sur cette peinture, je pense qu'on peut tous à peu près s'aligner. Mais après, par exemple, je regardais une vidéo qui parlait du travail de Pollock. Et il paraît que Pollock était quelqu'un de dépressif et il a beaucoup exprimé à travers ses peintures ses états dépressifs. D'accord. Et moi, quand je regarde son travail, je ne me reconnais pas du tout dans la dépression. Pour moi, c'est toujours une explosion de couleurs, de mouvements. Moi, je vois peut-être un peu de folie. Oui, non, c'est vrai que ça dégage beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie, mais pas la dépression qui, pour moi, justement, est quelque chose qui va être plutôt statique. Donc, voilà, c'est deux exemples opposés où l'émotion, il y avait peut-être une intention au départ, mais selon qui la regarde, la perception ne va pas être la même. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois sur nos personnalités et ce que nos peintures transmettent. C'est-à-dire, toi, tu disais, moi, je suis un peu tout feu, tout flamme, et en fait, ta peinture, elle est relativement calme et douce et posée. Et pour moi, c'était l'inverse, en fait. Donc, peut-être que là, Pollock, en fait, il était très dépressif, et puis ça exprime quelque chose qui est en rapport avec lui sans être vraiment directement perceptible, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Joanne Mitchell qui travaillait beaucoup avec ses émotions, elle, qui cherchait vraiment délibérément à exprimer son état émotionnel sur la toile, en fait. Alors, je pense que si on cherche à faire ça, c'est-à-dire à exprimer l'émotion qu'on porte sur la toile, on va arriver vers une peinture qui va être peut-être plus intuitive, qui va se moquer un peu de tous les codes et de tous les cadres, et de tous les canons esthétiques et tout ça, et qui va être vraiment une peinture d'expression du corps, quoi, en fait, parce qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps, c'est quelque chose qui nous traverse. Donc peut-être qu'effectivement, si on est dans l'expression d'une émotion sur la toile, on va être dans quelque chose de physique, de vraiment... on va laisser le corps transmettre tout ça et exprimer tout ça. Oui, je pense que l'arrivée de l'art abstrait, justement, a répondu à ce besoin. Parce qu'avant, disons que la peinture, enfin l'art en tous les cas jusqu'au 19e siècle, était un peu plus codifié. Bien sûr, oui. Et répondait en tous les cas à des codes attendus. Et progressivement, en s'approchant au XXIe siècle, les artistes ont commencé à avoir une expression plus personnelle dans l'art. Et après les impressionnistes, voilà, il y a eu d'autres mouvements, le cubisme et tout ça, et progressivement on s'est orienté vers l'art abstrait. Et ce que je lisais, ce que j'ai lu, c'est que l'art abstrait a été un peu la porte aux artistes pour justement aller piocher dans leurs émotions et pouvoir l'exprimer comme ils le souhaitaient, justement sans se plier à quel que soit les codes ou les attentes. Alors, est-ce que c'est réussi ? Ça, après, c'est la question. Je veux dire, à partir du moment où tu veux exprimer une émotion, prenons par exemple le bonheur. Tu peux exprimer le bonheur à travers différentes choses dans la peinture. Mais si tu prends une peinture ou une œuvre figurative et une œuvre abstraite, dans une œuvre figurative, moi j'ai l'impression que ça va être peut-être
plus facile, surtout si par exemple tu décides de sculpter ou de peindre une personne. Et donc cette personne, tu peux mettre une expression sur son visage et tu peux être plus précis sur l'émotion que tu veux faire passer, aussi à travers le langage corporel. Quand tu es dans l'abstrait, les éléments que tu vas pouvoir utiliser vont être la forme, la couleur, les traits, et puis les symboles. Tu peux utiliser des symboles, et les teintes. Les couleurs, tout ça, bien sûr. Tu peux jouer sur toutes ces choses-là, mais tu vas les utiliser d'une manière qui t'est propre. Bien sûr. C'est ton langage, mais en face, tu n'es pas sûr que les personnes vont comprendre ton langage. Non, bien sûr. C'est pas, tu peux jamais... Enfin, je pense que tu peux essayer de transmettre quelque chose, mais tu n'es jamais sûr que le message va arriver en fin de compte. Mm-hmm. Parce qu'en fonction de la personnalité de celui ou de celle qui regarde, de son histoire, de sa culture, l'interprétation va lui être propre et tu n'as pas vraiment la main là-dessus. Tu ne peux pas vraiment contrôler comment ça va être pris, en fait. Mm-hmm. Alors, moi, je voulais te poser une question, parce qu'on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'atelier et dans nos émotions. Toi, tu les laisses à la porte, moi, je pars avec. Maintenant, si on regarde à la fin, quand tu termines une œuvre et que tu regardes tes œuvres, ou même peut-être avec un peu de recul, est-ce qu'il y a certaines de tes œuvres ou toutes tes œuvres provoquent une émotion chez toi ou pas ? Ça, c'est vraiment une bonne question. Ça provoque d'abord un regard critique. J'essaye de voir si je suis arrivée au bout ou pas, s'il y a encore du travail ou pas. Non, je ne peux pas vraiment dire que ça déclenche une émotion. Certaines, oui, parce que symboliquement ou à cause du moment où je les ai faites ou de ce qu'elles représentent, je vais avoir une espèce d'attachement, si tu veux. Je vais avoir une espèce de sympathie, en fin de compte. Ça veut dire quelque chose pour moi. Mais je les analyse pas tellement sous l'angle de l'émotion, en fait. Je suis pas émotionnelle. Ouais. Toi, tu... Alors, je pense que c'est un sentiment. Ouais. Un sentiment, émotion, je vois. Enfin, je sais pas. L'émotion, c'est fugace. Le sentiment, c'est quelque chose de plus installé. C'est plus installé. Et je pense que c'est plus un sentiment, du coup. Parce que, en fait, tu peux passer des heures et des heures à travailler sur quelque chose. Et à un moment donné, tu sais que tu as fini. Tu peux plus rien faire. Tu te dis, OK, là, maintenant, j'arrête. Ouais. Et tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'elle est terminée. Alors que, bien sûr, tu pourrais continuer, mais non. Tu décides à un moment donné que c'est terminé. Et là, d'habitude, pour moi, il y a un sentiment qui apparaît. Donc, c'est un sentiment, après, qui perdure dans le temps. Donc, c'est justement pas une émotion, mais plutôt un sentiment, quelque chose qui perdure, parce que j'aurai toujours ce sentiment en regardant cette œuvre. Ouais. Et habituellement, ce que je ressens dans mes œuvres, c'est de l'apaisement. Voilà, D'accord. Moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être, c'est peut-être dû aussi au fait que dans ma pratique, ce qui se passe souvent, c'est que je vais presque terminer une peinture ou plusieurs peintures et je laisse des fois passer un jour ou deux pour prendre un peu de recul, et quand je reviens à mes peintures, je réalise qu'en fait, les peintures, elles ne provoquent aucune émotion chez moi. Je n'ai pas ce sentiment, tu vois. Elles me laissent indifférente, ou je les trouve ennuyeuses. Et là, et ça m'arrive assez fréquemment, c'est que je vais recouvrir complètement ces peintures. Alors que peut-être j'ai passé 3 semaines dessus, et qu'elles sont abouties. Et même mon compagnon, il est venu voir, il me dit « Ah ouais, j'aime bien, c'est super, c'est très bien. » Et moi, je la regarde, je me dis « Mais moi, elle ne me fait rien. » Donc, je vais être obligée de la recouvrir et de faire une autre peinture. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est en même temps, à chaque fois que je vois une de mes œuvres partir, que je vends une œuvre, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, ils ne le savent pas, mais en fait, souvent, ils repartent avec 2 ou 3 tableaux. Et
Oui, donc je pense que voilà, les œuvres terminées, les œuvres que je montre ensuite au public, sont un ensemble de tout ce parcours que je fais à travers différentes œuvres. Et à chaque fois, oui, il y a des émotions différentes qui accompagnaient la réalisation de ces œuvres, jusqu'à un moment où il y a l'apaisement. Voilà. Et l'apaisement, c'est l'aboutissement, en fait. Et c'est comme la résolution de quelque chose, tu vois. C'est comme si je suivais un fil et puis tout d'un coup, j'arrive au bout du fil et puis je me dis, ben voilà, c'est bon, j'ai fini mon chemin. Oui, alors que si tu ressens pas ça, si tu sens une espèce de neutralité ou d'indifférence, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin et que tu recommences en fait. Oui, je recommence, ou alors des fois, il faut vraiment que je la mette de côté pendant plusieurs mois. C'est ce que j'allais te demander, parce que souvent on a un regard aussi qui n'est pas frais, on a un regard qui est très critique. Ouais. Et il suffit qu'on ne la voit pas pendant un certain temps et on la reprend, on se dit, bah, en fait, non, si, elle est bien. Parce que tu vois, il y a aussi une maturation de l'esprit, c'est que quelquefois on est un peu en avance sur sa propre conception de la peinture, et que si on recouvre trop vite, on perd des choses importantes en fait. Et moi, c'est vrai que j'avais cette tendance là aussi à être un peu dans l'exaspération, en me disant, ah mince, c'est raté, allez hop, je bazarde, je recouvre. Et maintenant, je fais plus ça. Je les laisse dans un coin et je les retourne, je les regarde pas, ou je les regarde mais de loin. Et parce que je sais, plusieurs fois je me suis fait avoir en fait. Oui, alors après, quand je dis que je les recouvre, ce qui va se passer, c'est que comme je travaille, actuellement je travaille principalement avec la peinture à l'huile et la cire, et c'est comme avec l'acrylique, hein. Je ne vais pas remettre du gesso par-dessus et puis redémarrer, d'abord parce que je ne pourrais pas le faire, techniquement ça ne fonctionne pas. Et donc, tout ce qui est en dessous va quand même transparaître par endroit. Oui, d'accord. S'il y a une dominante de couleur, elle va transparaître un peu à travers toute la peinture. Donc, c'est jamais complètement perdu. Mais c'est juste que souvent, c'est voilà, le sujet, je me dis, mais non, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'être. Moi, je peins souvent des paysages qui souvent c'est imaginaire ou inspiré de quelque chose que j'ai vu. Et j'illustre des endroits, des choses où j'ai envie d'être, j'ai envie de m'asseoir et contempler. Et si je ressens pas ça, c'est pas là qu'il faut être, quoi. Donc je suis obligée de changer de lieu. Alors est-ce que ça m'arrive de regretter ces choix non. Si tu n'en gardes pas trace, tu peux pas avoir la nostalgie vraiment. Ce serait si tu prenais des photos. Je prends des photos. Tu prends des photos. Je prends des photos à tous les stades de mes peintures. Je prends beaucoup de photos de mes peintures. Parce que souvent, même, je trouve que pendant que je suis en train de travailler, je vais regarder l'œuvre sur laquelle je suis en train de travailler. Et si je la prends en photo et je regarde la photo, mon ressenti, mon regard sur cette peinture va pas être la même. Non, va pas être le même. Parce qu'il y a de la distance, tu mets de la distance. Oui, exactement. En fait. Donc je prends énormément de photos et souvent à la fin de la création d'une peinture, je me retrouve avec 30-40 photos du processus, qui montrent tout le processus. Et c'est super intéressant en fait après aussi avec du recul de voir comment les choses ont évolué et puis de comparer à d'autres œuvres et de voir, pour revenir aux émotions aussi, voir qu'est-ce qui a accompagné ce cheminement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un tournant, et là je me suis posé la question justement, est-ce que mon vécu, ma vie influence aussi la direction que prennent mes peintures? On ne sait pas. Mais je te rejoins un peu sur cette idée d'apaisement. Moi, ce serait effectivement une sorte de contentement en fait. Quand je sens qu'elle est finie, voilà, il y a une sorte de contentement. Et tant qu'elle n'est pas finie, je suis dans une espèce de frustration, tu vois. Comme si tu étais devant un casse-tête et qu'il faut que tu trouves la solution et que des fois ça résiste, et des fois ça résiste plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est ça, oui, effectivement. Il y a une forme de... Quand tu sens qu'elle est au bout, il y a une forme de contentement en fait pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que consciemment, en tout cas, les émotions n'entrent pas vraiment en ligne de compte dans ce que je fais. Alors après, il y a aussi toutes les émotions qu'on ressent dans sa vie d'artiste. C'est-à-dire que la vie d'artiste, ce n'est pas que de la création,
Il y a tout un tas de choses qu'on fait autour. Et là, par contre, je pense que c'est là aussi que notre sensibilité peut intervenir et nous rendre un peu plus des caisses de résonance un peu plus sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Moi, je vois par exemple des gens qui sont très marqués par toute l'actualité, par des choses même des fois qui se passent à des milliers de kilomètres. Et donc là, forcément, ça a une influence sur tes émotions, sur ton état émotionnel, sur la manière dont tu vas prendre les choses. Mais la vie d'artiste, c'est aussi des joies, c'est aussi des difficultés, c'est aussi des obstacles, des problèmes. Et donc, on est en permanence soumis à tout un tas d'émotions qu'il faut apprendre quand même à gérer un peu si on veut pouvoir traverser ça sans se brûler les ailes, je pense. Hein. Je pense que, est-ce que toi, tu ressens ça, ce besoin de travailler sur tes émotions et puis d'apprendre à faire face à ce qui se présente? Alors, je ne suis pas sûre que je traite mes émotions par rapport à ce que je vis. C'est vrai que l'actualité, maintenant, en ce moment particulièrement, politique, au niveau de l'environnement, tout ça, c'est des choses qui me perturbent énormément. Mais là, pour le coup, je suis un peu comme toi, quand je rentre dans l'atelier, je ne pense plus à tout ça. Ouais. J'ai peut-être une émotion qui est restée, qui est là, mais elle n'est pas consciemment liée à ce que je viens de lire ou entendre à la radio. Voilà, donc non. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que ce que je trouve utile, alors ce qui peut arriver des fois quand on est en atelier, c'est qu'on est un peu on a l'impression d'être un peu dans une routine, un peu bloqué dans un truc, tu vois. On a un peu la même manière de faire, ou alors on se sent un peu bloqué. Il y a cette frustration, justement, parce qu'on passe tous par cette phase dans la création où il y a la frustration qui est quand même prend beaucoup de place, des fois, la frustration dans la vie d'un artiste. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des choses que je peux faire pour me libérer de cette frustration. Ouais. Mais c'est pas lié à l'art, c'est dans la vie que je peux faire quelque chose pour éliminer la frustration de la pratique. C'est de vivre quelque chose de différent dans ma vie. Donc, par exemple, aller me promener, faire une promenade dans un lieu que je ne connais pas, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça ouvre une autre manière de voir les choses, tu vois. C'est parce que je suis exposée à des nouvelles formes, des nouveaux paysages, des nouvelles personnes. Voilà. Et ça je ne sais pas pourquoi, chez moi ça fonctionne comme ça. Quand je reviens dans l'atelier, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, je peux complètement changer ce que j'étais en train de faire. Et du coup, ça décoince un peu la situation. Et comme dernièrement, je suis partie une dizaine de jours, ça m'a fait énormément de bien dans ce sens-là. J'étais partie en laissant 3 tableaux un peu moribonds dans l'atelier. Et j'ai pas trop pensé pendant que j'étais pas là parce que j'étais tellement occupée, j'ai pas pensé. Mais quand je suis revenue à l'atelier et j'ai revu mes peintures, sans hésitation, je les ai attaqués les 3. et tac, tac, tac. Et tout d'un coup, 2 sont terminées et la 3e, elle va bientôt être terminée aussi. Il y a une espèce de nouvelle énergie de renouveau qui s'est fait. Et ça, je pense, c'est grâce à cette pause dans ma vie, s'échapper mentalement du quotidien, ça peut aider justement à arriver avec beaucoup plus de fraîcheur dans l'atelier. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens qui pratiquent un art, qui sont créatifs, c'est une chose à laquelle ils doivent faire très attention parce que aujourd'hui, je trouve que quand tu regardes par exemple les réseaux sociaux et ce que les gens présentent, tu as l'impression que les gens passent leur vie dans leur atelier, qu'ils sont tout le temps en train de créer, qu'ils sont tout le temps en train de faire des choses extraordinaires. Or, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce temps de pause, justement pour se rafraîchir les idées, pour rafraîchir son regard, pour se laisser traverser par d'autres choses. Et je trouve qu'on a tendance à le négliger ou alors vraiment à le réduire à la portion congrue, alors que c'est peut-être le plus important en fait. Parce que tu vois, là t'es parti 10 jours, tu peux dire j'ai rien fait pendant 10 jours, c'est la catastrophe. Mais quand tu reviens, t'as une telle énergie que les 3 toiles, paf, tu t'en empares directement et t'hésites pas et tu vas directement dessus, quoi. Et je pense que
par exemple, les écrivains sont peut-être plus habitués à ça, parce que tu peux pas rester assis à ton bureau toute la journée, c'est difficile, tu as besoin de sortir, de marcher, de bouger. Nous, dans notre atelier, on est un peu des ermites quelquefois, et on aime bien y rester, mais je pense qu'effectivement, ce temps d'aération en fait du mental et du corps, c'est vraiment vraiment primordial, et ça peut aider aussi au niveau des émotions, hein. Ça peut aider si tu es dans un mauvais moment à faire passer les choses. On sait bien les vertus de la marche, à quel point ça peut faire du bien, quoi. Donc, oui, et c'est vrai qu'une journée réussie entre guillemets dans l'atelier peut nous laisser avec un sentiment de satisfaction à la fin de la journée, et même si on a démarré la journée avec des mauvaises nouvelles ou quelque chose qui nous a un peu perturbé, du fait qu'on a vécu quelque chose de positif dans l'atelier, du coup ça va un peu se reverser dans notre vie, et on va se sentir, non, quand même, malgré tout, j'ai réussi ça, et du coup ça c'est porteur, quoi. C'est vraiment des vases communicants, la vie et la création, ça marche vraiment ensemble en fait, hein. Et est-ce que si on parle toujours des émotions, est-ce que tu as été surprise quelquefois, parmi les gens qui regardaient ton travail et tes œuvres, de l'émotion que ça provoquait chez eux en les regardant? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Non, je pense pas. Non, parce que les commentaires qui reviennent souvent sont semblables et correspondent un peu à ma vision de mon travail. Donc ça fait énormément plaisir, bien sûr, parce que je me dis, voilà, j'ai trouvé des gens qui comprennent ce que je fais, donc ça c'est toujours très agréable. Mais non, j'ai jamais eu... Enfin si, le fameux tableau des tulipes... qui avait suscité qui avait partagé controverse. Mais là, je pense que c'est vraiment la couleur qui a... C'était pas tellement les tulipes, c'était vraiment la couleur qui était dérangeante. Voilà, je pense que c'est le seul tableau où il y a eu vraiment beaucoup de discussions et de réactions différentes. Comme quoi, tu vois, la couleur a vraiment un moteur vraiment dans l'émotionnel, dans l'expression de l'émotion, et après dans la manière dont c'est reçu. Parce que moi, j'adore le violet. Pour moi, le violet, ça représente la spiritualité, la figure du père peut-être aussi. C'est bien sûr la mort aussi, mais aussi peut-être l'après-vie. Enfin, c'est quelque chose, le mystique, tu vois. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse, quoi. C'est des sujets qui m'intéressent, donc moi, je trouve ça fascinant, quoi. Donc j'adore cette couleur. Mais pour certaines personnes, ça leur fait peur. Peut-être qu'ils ont des souvenirs d'église, tu vois, avec de deuil, de choses, de choses tragiques, des choses négatives. Donc c'est fou, quoi, comme une couleur. Enfin, comme quoi, en tant qu'artiste, on doit faire aussi attention. Si on a l'intention de représenter une émotion particulière, le choix des couleurs peut influencer énormément, peut ne pas être judicieux pour atteindre l'objectif, quoi, tu vois. Si tu veux déstabiliser, ça marche. Oui, aussi, voilà. Et toi, tu as eu aussi des fois des retours de personnes qui t'ont... Non, alors moi déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas exposé quand même. Et puis non, en général, je suis pas vraiment surprise par ce que les gens disent non plus. J'ai pas eu de... Voilà, mais parce que aussi, je fais pas des choses qui suscitent la controverse ou qui sont très marquées, si tu veux, dans un parti pris très marqué. Tu vois, il y a des artistes qui délibérément font des choses très sombres, très comment dire, très spontanées, mais tu sais, avec une espèce de colère derrière. Donc là, effectivement, tu peux aimer ou ne pas aimer. Il y a des fois un sentiment de rejet, ou au contraire, tu dis, tiens, qu'est-ce qui lui a pris Mais moi, c'est beaucoup plus paisible. Donc, du coup, non, j'ai pas eu de réaction comme ça, de témoignage d'émotions particulières, en tout cas. Et est-ce que tu as déjà fait la rencontre d'une œuvre qui t'a vraiment bouleversée émotionnellement? Oui, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois notamment, quand j'étais dans le musée qui s'appelle La Piscine à Roubaix. Il y a une sculpture, je ne sais pas si tu as déjà été dans ce musée. Non. En fait, c'est une ancienne piscine, et ils ont gardé le bassin intérieur.
Et il y a des sculptures tout autour du bassin, en fait, des silhouettes humaines, en fait. Et il y a une des sculptures, un visage, qui m'a particulièrement marquée, que j'ai trouvé magnifique, et je suis restée de longues minutes devant. Et la deuxième fois où j'y suis retournée, je n'avais qu'une envie, c'était de retourner voir cette sculpture, tu vois. Ouais. Alors, je ne peux pas te dire vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai été touchée, émue, sidérée, en fait, par cette sculpture. C'est fou, ça. Hein. Ouais. Et toi, ça t'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé. J'ai pensé justement en venant à cet épisode, et comme je ne me souvenais pas du tout du nom de l'artiste, j'ai cherché partout sur Internet, il fallait absolument que je retrouve. Ça m'est arrivé, j'ai vécu pendant un moment à Copenhague, et j'étais allée dans le musée des Beaux-Arts de Copenhague à l'époque, et dans une salle où il y avait des peintures, au milieu de la pièce, il y avait une sculpture. Pareil, pour moi, c'était une sculpture qui m'a vraiment émue aux larmes. Et c'était La mort et la mer. Donc c'est inspiré d'un conte. Et le sculpteur est Niels Hansen Jacobsen. Donc c'est un sculpteur danois. Et c'est une femme qui pleure, recroquevillée sur elle-même au sol. Et il y a l'ange de la mort qui passe juste au-dessus d'elle et qui lui a pris son enfant. Et cette statue, elle est juste puissante. Elle a une puissance, parce que par le langage corporel de la femme, où tu ressens vraiment sa souffrance, et puis l'ange de la mort qui la regarde, mais qui est dans le mouvement, il part, et puis bon, avec le bébé dans les bras, il lui arrache son bébé. Ouais. Et c'est vraiment, quand j'ai vu ça, j'avais jamais vu une sculpture qui a provoqué tellement d'émotions. Tu vois, j'en ai presque les larmes encore aux yeux en parlant. J'ai trouvé ça vraiment très très fort, et je crois que j'ai jamais revu une sculpture ou une œuvre qui m'a bouleversée autant. Et comme toi, comme j'ai vécu pendant quelques mois là-bas, régulièrement je retournais au musée pour voir cette sculpture. J'étais complètement hypnotisée, fascinée par cette sculpture, et j'ai passé peut-être une demi-heure à chaque fois à la regarder sous tous les angles, tourner autour et comprendre qu'est-ce qui faisait que c'était cette œuvre-là. Évidemment, le sujet était très prenant, mais c'était aussi peut-être les formes, justement, choisies par le sculpteur. Tu vois, l'ange de la mort n'avait pas d'aile vraiment, mais une espèce de cape déchirée avec un physique très angulaire, comme un squelette, tu vois, donc beaucoup d'angles, il y a peu de rondeur. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Puis il y avait la couleur de la sculpture aussi qui était plutôt foncée. Voilà, c'est plusieurs éléments qui accentuaient encore plus la scène qui déjà par elle-même était... qui était vraiment pris au tripes. Ouais. Moi, j'ai eu aussi un émerveillement en voyant La nuit étoilée de Van Gogh au musée à New York. Là, c'était vraiment aussi un... Parce que tu connais la vie de Van Gogh, tu sais tout ce qu'il a vécu. Enfin, tu vois pas que la toile, tu vois la toile et tu vois cette beauté de la nuit étoilée. Et moi, j'adore, quand je suis dans les monts d'Arrée, le soir, avant de me coucher, je vais toujours voir les étoiles, s'il y en a, si on les voit. Et donc, cette nuit étoilée, c'est vraiment un tableau qui est magnifique et qui est relativement serein et qui est beau. Et quand tu penses à la vie du peintre qui est derrière, à tout ce qu'il a vécu, à toute la souffrance qu'il a pu éprouver, voilà, tu as tout ça en tête et forcément, tu t'es ému quoi, de voir qu'il a pu transmettre autant de beauté aussi. Oui, et puis Van Gogh, il a quand même, lui aussi, par son usage des couleurs, il va, tu vois, c'est pas des couleurs pastel, hein, il va avec des couleurs bien franches, et puis après, ses coups de pinceau aussi, ils sont très démarqués, tu les vois presque. Oui. Donc il y a vraiment une force aussi dans l'expression, le sujet bien sûr, mais après, au-delà de ça, et donc en tant qu'artiste, on peut jouer avec ces choses-là pour impacter plus le regard du public. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question de l'émotion dans la création. On va passer à la rubrique suivante. Oui. Alors Sabina, de quoi as-tu envie de parler cette semaine ? Alors comme je le disais, je me suis absentée pendant une dizaine de jours récemment,
Et je me suis rendue en Suisse et en y allant, j'ai décidé de faire 2 arrêts. Donc d'abord, je me suis arrêtée à Bourges pour visiter le palais de Jacques Coeur. D'accord. Tu connais ? Non, je connais pas. Tu connais pas ? Ok. Alors, pourquoi visiter ce palais ? Bourges, c'est une ville que je connais assez bien parce que je m'y suis arrêtée plusieurs fois. Et à chaque fois que j'y allais, le palais était fermé. Donc cette fois-ci, on a décidé de partir très tôt le matin pour arriver à l'heure pour le visiter. Et pourquoi ce palais ? Eh bien, j'avais lu le bouquin de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur. Et ce livre m'a vraiment passionnée. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une biographie romancée de la vie de Jacques Coeur. Donc, qui était Jacques Coeur ? Eh bien, c'était l'argentier du roi Charles VII. Et c'était un riche marchand. C'était peut-être l'homme le plus riche de France à l'époque. Et il a eu une vie incroyable. Il a voyagé énormément. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie passionnante. Et il a fait construire ce palais à Bourges entre 1443 et 1451. Et je tenais particulièrement à le voir parce qu'il trône un peu au centre de Bourges, dans un quartier très sympa. Bourges, déjà, c'est une ville magnifique, mais le quartier dans lequel se situe ce palais, c'est un quartier très, très paisible, historique, très bien entretenu. Et le palais, il est énorme, juste énorme. Et c'est une prouesse d'architecture incroyable. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les sculptures en fait, les détails, les sculptures autour par exemple des cheminées. On y voit plein d'êtres représentés, des singes, des tortues, des coquillages. Enfin, c'est fou quoi. Il y a une richesse. Et après au niveau des matériaux aussi, des sols, des toits, c'est vraiment un endroit magnifique. Et malheureusement, pas tout est accessible et ce palais a été transformé au fil des années. Hein. Il a été reconverti en hôtel de ville. Donc, il a peut-être perdu un peu de ce qu'il était à l'origine, mais on peut encore saisir vraiment la grandeur de ce palais qui était juste incroyable. Donc ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. Donc si jamais vous êtes à Bourges, allez voir ce palais, c'est vraiment super. Et la deuxième chose, c'est je me suis arrêtée à Cluny, dans le Mâconnais, pour visiter l'abbaye. Tu connais aussi ? Je connais de nom, mais je n'ai pas été voir. Ok, là pareil, on m'avait souvent parlé de cette abbaye. Et moi, je m'étais mise en tête que c'était une abbaye comme les abbayes. Bête et méchante. Voilà. Et je me suis dit, bon, allez, pour une fois, je vais aller voir par mes propres yeux qu'est-ce que c'est cette abbaye. Alors, il s'avère que cette abbaye a été fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine et comte de Mâcon. Et cette abbaye était la maison mère de l'ordre clunisien en Occident. Elle l'a été pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein d'événements historiques qui ont impacté cette abbaye, au point que la Révolution française a fait qu'ils ont même commencé à démanteler une partie de cette abbaye pour revendre les pierres, pour en faire autre chose. Riche aussi, oui. Donc, aujourd'hui, ce qui reste, c'est un peu une partie de ce que ça a été. Et quand on commence la visite de l'abbaye, on passe par une salle où on regarde un film. Et le film nous montre ce qu'était l'abbaye au début. Et c'est juste majestueux. C'est des plafonds de 31 mètres de haut. Tu te demandes comment, à l'époque, ils ont pu créer ça avec des vitraux. Enfin, c'est juste le truc hallucinant. Et en plus, c'est un film en 3D. Donc, tu voyages un peu à travers cette abbaye qui est juste splendide. Et après, quand tu vas visiter, tu te rends compte qu'en fait, tout a été dilapidé, quoi. Ils ont volé. Donc, l'abbaye, maintenant, est à ciel ouvert. Il n'y a plus de voûte. Enfin, il y a une partie de la voûte qui est restée à un endroit. Mais et c'est vraiment très, très intéressant. L'histoire autour de cette abbaye est très, très riche. Et elle est un peu imbriquée avec tous les bâtiments qui constituent le village de Cluny. Donc, le village en lui-même est très joli. Et l'abbaye est vraiment le truc central à visiter. Et c'est dans
dans le Mâconnais, donc c'est très joli, c'est très vallonné, très vert autour. Ouais. Donc voilà, je voulais partager ces 2 visites parce qu'elles m'ont beaucoup marquée et je les ai trouvées très enrichissantes et d'un point de vue architectural, elles sont vraiment superbes à découvrir. Voilà. Écoute, très bien, c'était des bonnes vacances alors. Ouais, superbe. Bon. Écoute, c'est la semaine des bâtiments et des châteaux, parce que moi je suis partie un peu dans le Morbihan et j'ai revisité le château de Sussigno, que j'avais déjà vu il y a une bonne dizaine d'années, voire un peu plus. Et les transformations ont été vraiment très importantes, parce que quand j'avais visité il y a 10 ans, la restauration était entamée, mais elle n'était pas arrivée encore à ce point-là. Et c'est vrai que là, ils ont fait vraiment un gros travail. Et comme toi, je me suis dit, mais avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, de réussir à construire un tel château, c'est quand même une prouesse architecturale. Ouais. Et puis, ils étaient vraiment doués, parce qu'il est encore là, le château. Même s'il a vécu certaines vicissitudes au cours de l'histoire, il est encore là. Et puis le cadre, là aussi, le cadre est super. Et puis c'est vrai mer. qu'ils sont en train d'aménager tous les abords, de proposer des activités et des choses comme ça pour les enfants. La mer est pas loin. Non, vraiment, c'est chouette. Et puis c'était un château qui était très confortable pour l'époque, parce qu'il y avait des latrines dans le château. Il y avait un système pour chauffer aussi. Il y avait des espèces de conduits qui diffusaient de l'air chaud, en fait. Donc c'était un château qui était relativement confortable et moderne, parce que quand on imagine comment ils vivaient là-dedans il y a très très longtemps, les hivers devaient être rudes quand même. Ouais, je pense. Ouais. Les hivers devaient être rudes. Et écoute, moi cette semaine, sinon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler vraiment au niveau créatif sur mon projet des maisons. J'avais commencé à écrire beaucoup. J'ai commencé à chercher des pistes. Donc là, je m'amuse bien, ça me plaît beaucoup. Je m'autorise une certaine liberté. J'essaye différentes choses. Et puis, je vais voir ce qui me parle vraiment. J'ai déjà une idée de ce que ça peut donner. Et une fois que j'aurai trouvé ce qui me parle vraiment, je vais approfondir, en fait. Voilà, je vais essayer contrairement à ce que je fais d'habitude, de me cantonner à une approche, à un processus, et essayer de créer en suivant ce processus, et voilà, pour pousser un peu les choses plus loin. D'accord. Et en ce moment, tu travailles principalement sur papier ou t'es déjà... sur papier. Sur papier pour le moment, et dans les sketchbooks aussi. J'ai dédié un sketchbook à ça, pour faire des essais, justement, pour faire plein de choses. Et alors, dans mon projet sur les maisons, j'ai découvert un architecte incroyable qui s'appelle Jacques-Émile Le Caron. Et c'est un architecte qui a créé, notamment dans une rue de Clamart en région parisienne, des maisons extraordinaires. Des maisons, alors tu as une maison qui s'appelle la maison Tout là-haut, tu as la maison d'acier, la maison derrière le miroir. Et ça vaut vraiment le coup de faire des recherches sur cet architecte, parce qu'il conjugue architecture et imaginaire. C'est-à-dire que alors c'est quelqu'un qui est assez âgé, je pense qu'il a 80 ans peut-être, il n'est pas loin, mais quand il reçoit des clients qui veulent lui commander quelque chose, il les interroge longuement sur leur vie, leurs rêves, leurs attentes. Il y a vraiment il cherche vraiment à répondre à leurs désirs les plus fous, quoi. Et quand tu vois ce qu'il arrive à créer, c'est vraiment incroyable. J'ai partagé un article dans mon groupe Art System, sur un article du Parisien qui recensait un peu les maisons. Et donc il y a une maison, par exemple, la façade est toute en miroir, en fait. Wow. Et donc elle reflète le paysage. C'est vraiment incroyable. Il y en a une autre, il a fait une espèce de géode sur le toit, et donc il y a une chambre avec la géode au-dessus, et tu vois la forêt, tu vois... Exceptionnel. C'est vraiment... Tu mettras les références dans je mettrai le lien vers l'article dans la description du podcast. Voilà, et puis les âmes créatives, on est une 30aine. Donc là, maintenant, je vais refermer les portes. On va travailler ensemble quelques mois. J'ai eu des bons retours jusqu'à maintenant, donc je suis très contente. Félicitations. Et puis, merci. Et puis, je suis très contente aussi de voir que les personnes qui sont dans le groupe sont motivées, ont envie d'apprendre, et puis interagissent. Voilà, alors c'est le début, il faut se chauffer un peu, mais je pense que ça va venir avec ce que je vais proposer ce mois-ci. Et je suis vraiment très contente de la manière dont ça s'est fait, et puis des personnes qui sont là et de leurs attentes. C'est vraiment... on se rend pas compte, on a l'impression que le virtuel, c'est pas satisfaisant, mais hier on a eu notre première réunion, on était presque une quinzaine, et c'est vrai que cette espèce d'énergie rassemblée, ces attentes, ces retours et tout,
j'ai quitté la réunion virtuelle, mais vraiment remplie d'énergie, quoi. J'étais vraiment très, très, très contente. Je suis sûre qu'elles aussi, elles sont oui, reparties comme j'espère aussi. Et voilà, donc c'était ce dont je voulais parler pour ma semaine, super. Parce que c'est ce qui a un peu rempli mon temps. Voilà. Ok, tu nous tiendras au courant pour la suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'espère qu'on a réussi à parler de l'émotion sans dire trop de bêtises, Sabina. Bon, je sais pas, on essaye en tous les cas. Voilà, vous nous direz, vous qui nous écoutez régulièrement. Hein, oui, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires surtout sur ta chaîne YouTube. Oui. Moi, je réponds pas parce que je les vois pas, j'ai pas accès. Gwenaëlle, je peux les voir, mais je vais pas systématiquement regarder, mais j'apprécie énormément tous vos commentaires. Merci beaucoup de vos retours. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelques personnes finalement nous ont fait quelques retours aussi sur Apple Podcast. Donc, continuez parce que ça peut que nous aider à nous faire connaître un peu et on vous remercie. Voilà. Écoute, à la prochaine alors. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.